Notre garçon pensait qu'il pouvait gérer la situation car l'horreur cornue n'avait qu'une seule corne. Pendant qu'il fixait le monstre, un autre monstre lui lança un vélo. Notre garçon réussit à esquiver l'attaque en penchant la tête. Quand il leva les yeux, il vit une horreur cornue avec 2 cornes. Il s'approcha du monstre et lui porta un coup au visage. L'attaque n'affecta pas le monstre. Il utilisa sa main pour attaquer notre garçon. Jarang esquiva l'attaque en reculant. La durée de vie moyenne d'une horreur cornue est de 5 à 6 ans. La plupart d'entre elles meurent avant d'avoir la chance de faire pousser une autre corne. Cependant, environ 8% de leur population obtient une deuxième corne. Cela augmente leur capacité à se reproduire et leur donne une durée de vie plus longue. Elles gagnent également une force au-delà de tout ce qui peut être considéré comme normal. L'horreur cornue devant Jarang leva la tête et hurla. Bien que le monstre fût rapide et fort, il n'était pas au-delà de ce que notre garçon pouvait gérer. Jarang était certain qu'il pouvait vaincre les monstres. En regardant sa jambe qui tremblait, notre garçon réalisa que le problème avec les monstres était leur durabilité. Par rapport à Pile, ces monstres étaient 3 à 4 fois plus résistants. Notre garçon avait également un énorme désavantage. Il n'avait pas son couvre-chef, son bâton, ses accessoires et son armure. Il était juste en vêtements ordinaires. Jarang savait qu'il pourrait facilement vaincre les monstres s'il avait un équipement. Pendant qu'il réfléchissait, une horreur cornue se précipita pour attaquer notre garçon. Jarang réussit à esquiver l'attaque en s'écartant. L'attaque du monstre écrasa le mur qu'elle frappa. Il sortit sa main du mur et fixa Jarang. Le monstre avait un rang de danger de 3 étoiles. Voyant que l'horreur cornue le visait, Jarang chercha une arme autour de lui. Notre garçon trouva un panneau « Ne pas entrer ». Il enleva le panneau lui-même et sortit la tige. Au moment où le monstre vit Jarang sortir une arme, il se précipita pour l'attaquer. Notre garçon prit immédiatement position et mit de l'énergie dans la tige. Il resserra sa prise sur la tige. À sa surprise, le monstre sauta par-dessus lui. Notre garçon se retourna rapidement. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Le monstre courut à la rencontre de quelques garçons qui étaient derrière Jarang. Les 3 garçons étaient figés de peur. Au moment où le monstre atterrit sur le sol, il se précipita pour les attaquer. En ce qui concerne le rang de danger d'un monstre, la différence entre 2 et 3 étoiles est très grande. Mais en ce qui concerne leur pouvoir destructeur, ce sont tous 2 des monstres au-delà de la compréhension humaine. Les humains n'ont d'autre choix que de les massacrer. Mais même si un aventurier qualifié devait affronter les monstres, il y a une limite à ce que l'aventurier peut faire sans équipement ou sans soutien magique. Les seules exceptions à cela sont ceux qui entraînent au maximum leur physique inhumain. Ce sont les meilleurs des tanks. Chiyo Kong est quelqu'un comme ça. Le garçon apparut de nulle part et attrapa le coup de poing du monstre avant qu'il ne puisse atterrir sur les petits garçons. Il serra les dents et envoya le monstre voler. Le monstre retrouva rapidement son équilibre. Bien que Chiyo Kong ait réussi à repousser le monstre avec sa seule force, il savait qu'il ne pouvait pas gravement endommager un monstre 3 étoiles sans équipement. Le monstre se leva et hurla sur Chiyo Kong. Pendant qu'il hurlait, Jarang apparut derrière lui. Notre garçon était agacé de voir que le monstre l'ignorait. Il utilisa aiguille pour percer le monstre à l'arrière de son cou. Chiyo Kong fut surpris de voir cela. Le monstre tomba au sol et mourut. Notre garçon regarda Chiyo Kong immédiatement après avoir tué le monstre. Pendant qu'ils se regardaient, les 2 garçons entendirent une forte explosion. Quand ils se tournèrent dans la direction du son, ils virent les bâtiments voisins détruits. Jarang fut surpris de voir que les monstres pouvaient causer une telle destruction en seulement 1 minute. Chiyo Kong expliqua à notre garçon qu'il faudrait quelques minutes à l'équipe de secours pour arriver. Bien que l'alarme d'urgence soit déclenchée, il faudrait encore quelque temps avant que l'équipe de secours n'arrive, parce que personne ne s'attendait à un tel accident. Chiyo Kong savait comment utiliser appel de provocation. C'est une compétence de base que tout tank doit connaître. Le tank hurle à une fréquence beaucoup plus élevée, attirant ainsi l'attention de tous les monstres qui se trouvent à proximité. En tant que quelqu'un rêvant de devenir un aventurier, Chiyo Kong avait déjà pris sa décision. Il était prêt à attirer l'attention de la horde sur lui-même jusqu'à ce que l'équipe de secours arrive. Mais le garçon ne pouvait pas demander à Jarang de l'aider. Il ne savait pas comment dire à un garçon qu'il venait de rencontrer de risquer sa vie avec lui. Tout ce qu'ils avaient fait était de jouer à des jeux vidéo pendant quelques heures ensemble. Chiyo Kong demanda à notre garçon de rentrer. À sa surprise, Jarang lui demanda de hurler. Il dit au garçon d'attirer les monstres vers eux. Chiyo Kong avertit notre garçon que les choses deviendraient beaucoup plus dangereuses une fois qu'il aurait fait ça. Jarang lui demanda de le faire.
Il lui rappela qu'il allait utiliser la compétence même s'il ne disait rien. Jarong expliqua à Chiokong qu'il aurait réfléchi à ses choix s'il avait été seul. Il dit au garçon qu'il n'avait pas besoin d'y penser puisqu'il n'était pas seul. Chiokong fut surpris d'entendre cela. Jarong dit au garçon qu'il était très bon au jeu, surtout lorsqu'il s'agissait de protéger les autres. Au moment où il dit cela, notre garçon réalisa qu'il agissait comme un aventurier même s'il ne l'entendait pas. Il se rappela à quel point son père était impressionnant en tant qu'aventurier. Notre garçon ne détestait pas le sentiment d'être un aventurier. Il décida de faire de son mieux puisque les choses en étaient arrivées là. Jarong se retourna et dit à Chiokong qu'il n'avait pas le temps de discuter. Il lui demanda d'activer sa compétence. Le duo face à la menace. La scène change et nous voyons une femme trembler alors qu'elle se cachait sous son bureau. La femme se cachait de l'horreur cornue dans son magasin. Alors que la femme tremblait, le monstre sentit sa présence. Il enleva le bureau et s'approcha de la femme. Avant que le monstre puisse toucher la femme, Chiokong activa sa compétence de provocation. Sa voix résonna dans la zone. L'horreur cornue s'arrêta de bouger lorsqu'elle entendit la voix de Chiokong. La femme ne comprenait pas ce qui se passait. En quittant la zone, la femme mystérieuse entendit la voix de Chiokong, elle s'arrêta de marcher et se retourna. La femme se demanda qui avait créé le son. Après avoir utilisé sa compétence, Chiokong leva la main et prit position. Au moment où il fit cela, les monstres de la zone sont arrivés à son emplacement. Une horreur cornue à 2 cornes pointait le garçon. Immédiatement après, les autres horreurs cornues à une corne se précipitèrent pour attaquer Chiokong. Le premier monstre qui s'approcha de Chiokong l'attaqua par-dessus. Le garçon utilisa son bras pour bloquer l'attaque. Il serra le poing et donna un violent coup de poing au monstre. L'attaque envoya le monstre voler. Au moment où il s'occupa du monstre, d'autres horreurs cornues se précipitèrent pour l'attaquer ensemble. Pendant que ses subordonnés attaquaient le garçon, une des horreurs cornues à 2 cornes sentit quelque chose dans la zone. Le monstre leva rapidement les yeux. Au moment où il leva la tête, il vit Jarong sauter du haut d'un bâtiment. Notre garçon atterrit devant lui. Immédiatement après avoir atterri sur le sol, Jarong vit qu'il y avait 2 horreurs cornues à 2 cornes. Pendant qu'il regardait les monstres, Jarong nota quelque chose d'étrange. Jarong vit 2 horreurs cornues à côté du véhicule dont il s'était échappé. Il vit les monstres mettre des cadavres dans le camion. Jarong réalisa que c'était la raison pour laquelle il n'y avait pas beaucoup de cadavres dans la rue. Pendant qu'il regardait les monstres, les 2 horreurs cornues se précipitèrent pour l'attaquer. Une d'elles était déjà devant lui et était sur le point de lui frapper la tête. Notre garçon laissa échapper un soupir en voyant le monstre. Il se rappela ce que lui et Chiokong m'ont dit plus tôt. La scène change et nous sommes ramenés quelques minutes plus tôt. Chiokong expliqua à Jarong qu'il ne pouvait pas gagner s'ils se battaient avec leurs méthodes habituelles. Il dit à notre garçon qu'ils étaient tous deux des combattants de mêlée et qu'ils n'avaient aucun soutien de loin. Il rappela à notre garçon qu'ils n'avaient pas non plus d'équipement. Il dit à Jarong qu'ils pourraient se gêner mutuellement dans leur situation actuelle. En raison de leur situation, Jarong et Chiokong n'avaient d'autre choix que d'utiliser tous les avantages qu'ils avaient. Chiokong décida de prendre les horreurs cornues les plus faibles parce qu'il était un tank. Il demanda à Jarong de prendre les monstres les plus forts parce qu'il était un damage dealer. La scène change et nous sommes ramenés au présent. Notre garçon esquiva la caque du monstre et apparut devant l'autre horreur cornue. Le monstre essaya de frapper la tête de Jarong. Notre garçon esquiva efficacement l'attaque en penchant la tête. Quand il était sous le monstre, il lança plusieurs attaques à une vitesse folle. Au moment où il fit cela, il dépassa le monstre. Le monstre fut surpris de voir ce que Jarong avait fait à son corps. Notre garçon se retourna pour voir le monstre. Il remarqua que l'attaque qu'il avait utilisée était beaucoup plus faible que sa technique aiguille. Bien qu'elle fût beaucoup plus faible, Jarong était certain que l'attaque aurait achevé le monstre s'il avait utilisé avec son bâton d'origine. Même s'il ne connaissait pas le matériau utilisé pour faire son bâton, Jarong savait qu'il était ridiculement fort. Avec un panneau de signalisation ordinaire, fait d'un alliage d'aluminium et de fer, notre garçon ne pouvait pas faire grand-chose. L'horreur cornue se précipita pour attaquer notre garçon. Quand il voit le monstre se rapprocher, Jarong réalisa qu'il comprenait lentement quelque chose. Il se rappela comment Zeg s'était battu avec lui. À l'exception de quelques coups, Jarong nota que plutôt des attaques de Zeg n'étaient ni fortes ni rapides. Il réalisa que les attaques de Zeg ne faisaient que ralentir ses mouvements. Lorsque le monstre s'approcha de notre garçon, il balaya sa main vers lui. Avant que sa main ne puisse le toucher, Jarong porta une attaque rapide à son visage. Au moment où il fit cela, le monstre essaya d'attaquer notre garçon. Jarong esquiva l'attaque en se baissant. Il resserra sa prise sur l'attaque et attaqua la tête du monstre. Dans les pires conditions, même la plus petite erreur peut coûter la vie à une personne. Cependant, Jarong s'en fichait. Il décida d'utiliser cette chance comme une opportunité de grandir et de s'améliorer étape par étape. Jarong sourit en voyant que son attaque avait atterri sur le monstre.
Il réussit à détruire l'une des cornes du monstre. Il se baissa et attaqua le monstre au genou. L'horreur cornue trébucha et tomba au sol. L'autre horreur cornue à une corne se précipita pour attaquer notre garçon. Se souvenant des mouvements de Zek, notre garçon l'imita et esquiva les attaques du monstre Kari. Après son père, Zek était la seule personne forte que Jarang avait rencontrée. Après avoir combattu l'elfe abattable, notre garçon développa une 4e compétence. La compétence est connue sous le nom de pluie de harpon. La technique permettait à notre garçon de porter des attaques sur le corps du monstre à une vitesse effrayante. Le monstre tomba au sol après avoir reçu l'attaque de Jarang. Au moment où le monstre tomba au sol, l'horreur cornue avec une corne attrapa la jambe de notre garçon. Jarang fut choqué de voir cela. Le monstre le claqua au sol. Notre garçon cracha du vent alors qu'il se relevait lentement. En respirant bruyamment, Jarang dit au monstre que 2 contre 1 n'était pas juste. Notre garçon se rappela qu'il ne se battait pas dans un combat juste contre les humains. Immédiatement après qu'il lui dit cela, l'horreur cornue leva la main et essaya de frapper notre garçon au sol. Avant que le monstre ne puisse atterrir son attaque, Chiokang apparut de nulle part et lui donna un coup violent au visage. Jarang sourit en voyant cela. Il dit que le bon travail d'équipe est aussi une compétence. À côté du combat se trouvait un immense bâtiment. À l'intérieur du bâtiment, nous voyons quelqu'un enregistrer secrètement Jarang et Chiokang. L'homme ne pouvait pas croire que notre garçon et Chiokang avaient réussi à s'occuper de plusieurs horreurs cornues tout seuls, sans équipement. Le nom de cet homme est Cho Dang-yoon. Il a 23 ans. Dang-yoon est un étudiant et le président du club de recherche de donjons. Dang-yoon fut assez surpris de voir qu'il avait pu enregistrer le combat. Il dit à son ami qu'il était très heureux d'être resté pour enregistrer le combat. L'ami de Dang-yoon fut surpris d'entendre ce qu'il disait. Il rappela à Dang-yoon qu'il n'était resté que parce qu'il avait trop peur de courir. Dang-yoon devint embarrassé en entendant cela. Tout en enregistrant également une vidéo, l'homme dont le nom est Kim Chang-han dit à ses amis que Jarang et Chiokang avaient l'air plus jeunes qu'eux. Chang-han dit à Dang-yoon que notre garçon et Chiokang étaient déjà aussi doués que des aventuriers de rang or, en raison de la quantité d'horreurs cornues 2 et 3 étoiles qu'ils avaient affrontées. Chang-han pensait que Jarang et Chiokang étaient des étudiants du lycée des guerriers qui n'avaient pas encore fait de nom. Dang-yoon demanda à son ami s'il pouvait créer une miniature avec un ordinateur portable. Chang-han fut surpris d'entendre cela. Il demanda à son ami s'il voulait mettre en ligne le combat tout de suite. Dang-yoon dit à Chang-han qu'il voulait télécharger la vidéo avant que la nouvelle ne soit publiée au public. Il assura à son ami qu'il pouvait obtenir quelques millions de vues avec la vidéo. La scène change et nous voyons Chiokang regarder autour de lui. Le garçon fut surpris de voir que l'équipe de secours n'était pas arrivée. Heureusement, lui et Jarang avaient déjà vaincu tous les monstres. Pendant qu'il regardait autour de lui, notre garçon l'interpella. Il s'excusa auprès de Chiokang de l'interrompre pendant qu'il avait l'air cool. Le garçon se sentit embarrassé d'entendre cela. Jarang tendit la main et demanda à Chiokang de lui donner un coup de main. Le garçon tira Jarang vers le haut et lui demanda s'il avait bien. Notre garçon dit à Chiokang qu'il était en fait pas mal blessé. Il lui dit qu'il avait quelques fractures sur tout le corps. Jarang assura au garçon qu'il se sentait mieux qu'il ne s'y attendait. Avec un sourire sur le visage, Chiokang complimentait notre garçon d'avoir vaincu les horreurs cornues à 2 étoiles. Notre garçon ne comprit pas pourquoi Chiokang le félicitait. Il rappela au garçon qu'il avait affronté 9 monstres tout seul. Il lui rappela qu'il avait également aidé à s'occuper de ses propres monstres. Chiokang se sentit embarrassé en entendant cela. Il dit à notre garçon qu'il était plus impressionnant car il avait affronté 2 monstres 3 étoiles tout seul. Il demandait à Jarang de lui parler de l'école où il allait. Notre garçon fut surpris d'entendre cela. Chiokang était choqué de voir à quel point Jarang était doué. Il dit à notre garçon que les gens lui avaient dit que les autres écoles de Corée ne valaient pas la peine d'être mentionnées. Au moment où il dit cela, Chiokang s'excusa auprès de notre garçon. Il expliqua à Jarang qu'il n'essayait pas d'insulter son école. Il lui dit que c'était ce qu'il entendait habituellement les autres dire. Au moment où il dit cela, Jarang réalisa que Chiokang venait du lycée des guerriers. Notre garçon ne fut pas surpris de voir cela. Il pensait qu'il serait plus étrange que quelqu'un d'aussi doué que Chiokang ne soit pas du lycée des guerriers. Notre garçon demanda à Chiokang de lui dire le rang qu'il avait dans l'école. Le garçon fut surpris d'entendre cette question. Jarang demanda au garçon de lui dire le nombre de personnes de son âge qui étaient plus fortes que lui. Chiokang ne savait pas comment répondre à cette question. Il révéla à notre garçon qu'il n'était pas vraiment proche des autres étudiants. Il expliqua à Jarang qu'il avait passé quelques tests qui n'avaient pas vraiment de rapport avec ses compétences réelles. Il dit à notre garçon qu'il pensait qu'il était classé au milieu. Jarang fut surpris d'entendre cela. Il ne pouvait pas croire que Chiokang serait classé beaucoup plus bas que ce qu'il s'attendait. Notre garçon devint inquiet d'être rejeté avant d'avoir une chance de faire quoi que ce soit. Pendant qu'il réfléchissait, Jarang vit une horreur cornue tendue sur le camion. Il demanda à Chiokang si le monstre n'allait juste pas les regarder. Notre garçon dit à Chiokang que le monstre était le seul qui n'avait pas été affecté par sa compétence de provocation. Le garçon fut surpris d'entendre cela. Chiokang demanda à Jarang si quelque chose était différent chez le monstre. Se souvenant de la façon dont le monstre mettait les corps humains dans le camion, Jarang dit à Chiokang que rien n'était spécial chez le monstre.
Il lui révéla qu'il y avait quelque chose dans le camion. Siokong dit à notre garçon qu'il valait mieux qu'ils observent le monstre pour l'instant. Il savait qu'il serait facile pour lui et Jarong de s'occuper d'une horreur cornue à une seule corne. Au moment où il dit cela, quelque chose frappa le camion. Le monstre tendit la main et attrapa la jambe de l'horreur cornue. Notre garçon et Siokong devinrent nerveux en voyant cela. Il prit rapidement position. Le monstre à l'intérieur du camion tira l'horreur cornue dans le camion. L'horreur cornue essaya de résister, mais elle fut quand même traînée à l'intérieur. Avec un air nerveux sur le visage, Jarong demanda à Siokong si l'horreur cornue était en train d'être mangée en ce moment. Au moment où il dit cela, Siokong se rappela quelque chose. Les horreurs cornues font partie des nombreuses espèces qui vivent dans une société tribale. Celles avec 2 cornes agissent comme les parents et le chef. Elles dirigent généralement une horde de 10 personnes autour d'elles. Les horreurs cornues se combinent avec d'autres tribus. Cela leur permet de se reproduire et d'augmenter leur nombre. Cependant, il y a une limite à ce genre d'augmentation de population. Dans les environnements cruels d'un donjon, les horreurs cornues sont au bas de la chaîne alimentaire. Grâce à des prédateurs plus forts, leur nombre est maintenu. Cependant, il y a de rares occasions où un mutant défie les pronostics et développe 3 cornes. Ce mutant n'est pas un chef de petite tribu, mais un roi qui mène des milliers d'individus. Malheureusement, pour Jarong et Siokong, une horreur cornue avec 3 cornes sortit du camion. Le monstre est connu sous le nom d'horreur cornue Rex. Son rang de danger est estimé à 5 étoiles. Au moment où elle sortit du camion, l'horreur cornue vit notre garçon et Siokong. Elle balança sa main et lança une attaque sur eux. L'attaque était aussi rousse que le sang. L'attaque sépara notre garçon et Siokong. Les deux durent s'hâter pour esquiver l'attaque. Pendant qu'il était en l'air, Jarong vit l'horreur cornue à côté de lui. Le monstre couvrit sa main de son énergie rouge et attaqua notre garçon. Jarong essaya d'utiliser la tige pour bloquer l'attaque, mais elle fut détruite par le monstre. Au moment où elle détruisit la tige, l'horreur cornue porta un gros coup à notre garçon. Jarong cracha du sang lorsqu'il reçut l'attaque. L'attaque assomma Jarong. Immédiatement après avoir vu cela, Siokong se précipita pour attraper le monstre. Il essaya de soulever le monstre. Malheureusement pour lui, l'horreur cornue resta ferme. Siokong fut choqué de voir cela. Il ajouta plus d'énergie à son corps. Cependant, cela ne changea rien. Le monstre l'attrapa et le souleva. Siokong fut choqué de voir ce qui se passait. L'horreur cornue claqua le garçon au sol. Le corps de Siokong fit éclater le sol. Ces 2 garçons sont considérés comme des génies. Ils étaient destinés à atteindre le sommet naturellement. Cependant, ils ne pouvaient pas affronter ce monstre avec leur force actuelle. Même s'ils tenaient sortir tout ce qu'ils avaient, il y avait toujours un grand écart d'expérience et de croissance que les garçons ne pouvaient pas combler. L'horreur cornue leva sa jambe et était sur le point d'écraser la tête de Siokong. Alors que la pluie tombait lentement, Jarong se redressa de force. Il demanda au monstre de ne pas penser à toucher Siokong. Au moment où l'horreur cornue entendit cela, elle tira une attaque sur Jarong. L'attaque frappa notre garçon et l'endommagea gravement. Au moment où il attaqua notre garçon, l'horreur cornue sentit quelque chose. Le monstre détecta une présence écrasante dans la zone. Avant que l'homme connu sous le nom de Yosang ne tombe malade, peu de gens en savaient beaucoup sur lui. Dans ce monde, il n'y a une seule personne qui sache ce que Seang a laissé derrière lui. La scène revient en arrière et nous voyons Jarong debout. Notre garçon avait différentes lignes à côté de ses yeux et il était couvert d'une énergie inconnue. Il y a 11 ans, un homme fit une confession lors d'une conférence de presse. Cet homme est Seang. Seang demanda au peuple coréen de lui pardonner toutes les erreurs qu'il avait commises. Cette déclaration secoua le monde entier. Sarum regardait la vidéo de la confession du père de notre garçon. C'était 12 heures avant que Jarong et Siokong n'affrontent les horreurs cornues. La vérité que Sarum avait apprise dimanche dernier était tout à quoi elle pouvait penser. Pour cette raison, notre fille passa les 2 jours suivants à revoir les dossiers du passé. Sarum ne pouvait pas comprendre pourquoi Seang avait été piégé. Bien sûr, elle savait qu'il y avait plusieurs personnes qui voulaient prendre la place de l'aventurier le plus fort qui avait perdu son pouvoir. Cependant, ce qu'elle ne pouvait pas comprendre, c'était la façon dont la situation avait été gérée. Le problème de Seang commença avec les récits de plusieurs victimes. L'affaire que les victimes avaient montée était assez choquante. Grâce aux fausses données et rapports que les fausses victimes avaient publiés, l'opinion du public fut divisée. Même avec cela, l'image publique de Seang était toujours bonne. Sarum fut surprise de voir que Seang s'était en fait excusé pour des péchés qu'il n'avait pas commis. Elle pensait qu'il aurait été préférable de se battre jusqu'à la fin. Cependant, du fait que Seang avait reconnu toutes les allégations contre lui, même les voix de soutien lui tournèrent le dos. Seang devint un faux et un menteur du jour au lendemain.
Sarum ne pouvait pas comprendre pourquoi l'homme reconnaissait les fausses nouvelles. Elle savait que reconnaître les accusations serait comme ajouter de l'huile au feu. En regardant à nouveau la vidéo, Sarum remarqua qu'il y avait quelque chose d'étrange dans l'expression de Seang. Cela semblait que Seang avait accepté son destin. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui était intéressé à se battre. Notre fille réalisa que quelque chose d'autre se passait, qu'elle l'ennuierait. En regardant les détails de Seang, notre fille vit quelque chose de choquant. Selon les informations qu'elle avait vues, Seang n'avait aucun membre de sa famille. Sarum ne comprenait pas ce qui se passait. Elle se demandait si Jarang n'était pas le vrai fils de Seang. Elle écarta rapidement cette idée de sa tête. Elle réalisa qu'il était plus logique que notre garçon ne soit pas lié à Seang sur le papier, car d'autres personnes pourraient s'en prendre à lui. Tout en réfléchissant, Sarum se demanda si Seang avait reconnu toutes les allégations, parce que Jarang aurait pu être impliqué. La scène change et nous sommes ramenés dans le présent. Nous voyons Jarang regarder son corps. À ce moment, notre garçon n'était pas conscient de ce qui se passait dans son corps. La seule chose dont il était sûr, c'est que son corps pouvait bouger. C'était tout ce dont Jarang avait besoin de savoir. Pendant qu'il regardait son corps, l'horreur cornue se précipita pour l'attaquer. À la surprise de notre garçon, il pouvait suivre le mouvement du monstre. Au moment où l'horreur cornue s'est approchée de lui, Jarang porta un coup de poing violent à son visage. Cette attaque blessa le monstre. Il serra les dents de colère. Avant qu'il ne puisse réagir, notre garçon commença à attaquer le monstre plus agressivement. Le monstre ne pouvait rien faire. Il ne pouvait que recevoir les attaques. L'horreur cornue leva sa jambe et essaya d'attaquer notre garçon. Jarang recula rapidement lorsqu'il vit la jambe du monstre. Voyant que Jarang était loin, le monstre tira son énergie sur lui. Jarang put aisément esquiver l'attaque d'énergie en se baissant. Au moment où Jarang esquiva l'attaque, l'horreur cornue apparut devant lui et essaya de lui donner un coup de pied. Le monstre couvrit sa jambe avec son énergie. À la surprise du monstre, Jarang reçut l'attaque sur son corps et utilisa gonflement pour frapper le monstre au visage. Cette attaque envoya le monstre voler. Le monstre fut projeté contre un bâtiment. En regardant les décombres, Jarang réalisa que son attaque n'était pas suffisante pour vaincre le monstre. Cependant, il était certain d'avoir créé une faiblesse avec ses deux derniers coups. Il réalisa qu'il lui suffisait de porter un coup au menton du monstre avec aiguille. Jarang prit sa position et serra son poing. Il était certain de pouvoir tuer le monstre dans son état actuel. Malheureusement pour Jarang, son power-up prit fin. Immédiatement après qu'il ait dit cela, notre garçon fut choqué de voir cela. Il ne comprenait pas pourquoi une telle chose lui arrivait dans sa situation actuelle. Pendant qu'il regardait son corps, l'horreur cornue a sauté du bâtiment. Notre garçon ne savait pas quoi faire. Toute son énergie quitta son corps en un instant. L'horreur cornue assauta pour attaquer Jarang de colère. Avant que le monstre ne puisse atteindre le garçon, quelqu'un lui lança le camion. Le camion frappa le monstre et le repoussa. La personne s'avéra être Chiokang. Alors qu'il faisait de son mieux pour reprendre son souffle, le monstre déchira le camion et se précipita pour l'attaquer. Lorsqu'il s'est approché du garçon, il serra son poing et porta un coup de poing violent au garçon. Chiokang réussit à bloquer l'attaque avec sa main. L'attaque repoussa Chiokang. Le monstre s'est approché à nouveau du garçon et se prépara à l'attaquer. Chiokang ne pouvait pas lever sa main. Le garçon était déjà fatigué. La raison pour laquelle les aventuriers ont des rôles différents, c'est que chacun a un rôle qui lui convient le mieux. Même si leur corps cède, ils parviennent toujours à tenir jusqu'à la fin. C'est le rôle et le devoir d'un tank. Avant que le monstre ne puisse porter son attaque sur le garçon, Jarang s'est rapproché d'eux. L'horreur cornue fut choquée de voir notre garçon. Jarang serra son poing et porta une attaque violente directement sur la tête du monstre. Utiliser la chance créée par un tank pour porter la plus grande attaque possible, c'est le rôle et le devoir d'un damage dealer. L'attaque de notre garçon détruisit la tête du monstre. Chiokang rattrapa Jarang avant qu'il ne puisse tomber. Tout en faisant de son mieux pour rester conscient, notre garçon a vu l'équipe de secours arriver sur la scène. Il dit à Chiokang que l'équipe de secours avait un timing parfait. Le garçon rit à étendre cela. Il ne fallut pas 1 heure au monde pour entendre l'histoire de 2 garçons vainquant les monstres, sortant d'un véhicule volé. La nouvelle des 2 héros choqua Jawan et le monde entier. Le passé de Seang et la visite de Zek. Dans la scène suivante, nous voyons un jeune Jarang se faire nettoyer sa blessure par son père. Notre garçon dit à son père qu'il allait maintenant bien, et il lui demanda d'arrêter de nettoyer la blessure car elle irait mieux plus tard. Seang lui dit à son fils qu'il devait traiter correctement une blessure aussi petite qu'elle fasse. Il expliqua à Jarang qu'une blessure s'aggraverait s'il ne la traitait pas simplement parce qu'elle faisait mal. En entendant ce que son père disait, Jarang se rappela que Seang se blessait en combattant des monstres et des donjons. Il demanda à son père s'il allait bien. Seang lui dit à son fils qu'il avait aussi peur de se blesser. Il expliqua à Jarang qu'il ressentait de la douleur lorsqu'il était blessé et qu'il avait peur lorsqu'il saignait beaucoup. Il révéla à Jarang qu'il faisait toujours de son mieux pour cacher sa douleur.
Il dit à notre garçon que d'autres personnes se feraient blesser s'il ne faisait pas son travail, tout simplement parce qu'il était blessé. Jarang fut surpris d'entendre cela. Il considérait son père comme une personne admirable. Il voulait grandir pour devenir comme Seang. Jarang voulait partager cela avec son père, mais il se tut rapidement. Bien qu'il n'en eût pas la raison, Jarang savait que Seang ne voulait pas qu'il devienne un aventurier. L'homme avait toujours l'air triste et plein de regrets lorsqu'il mentionnait cela. La raison pour laquelle Jarang n'avait jamais demandé à son père sa raison, c'est qu'il avait toujours cru que Seang lui dirait un jour quand il serait adulte. Malheureusement, la vie avait d'autres projets pour Seang. La scène change et nous sommes ramenés dans le présent. Nous voyons Jarang dans un hôpital. Quand il ouvrit les yeux, notre garçon dit « que je ressens de la nostalgie ». Quelqu'un assis à côté de Jarang lui demanda si les mots lui étaient adressés. Notre garçon fut choqué d'entendre la voix de la personne. Il se tourna rapidement sur ce côté. À sa surprise, Zek était dans sa chambre d'hôpital en train de couper une pomme. L'elfe apporta un panier de fruits pour Jarang. Il dit à Jarang qu'il s'était évanoui la dernière fois parce qu'il avait abandonné volontairement. Jarang éleva immédiatement la tête et demanda à Zek pourquoi il était dans sa chambre d'hôpital. Au moment où Jarang leva la tête, il ressentit une grande douleur dans son corps. Zek avertit Jarang qu'il était mieux qu'il s'abstienne de bouger pour le moment. Pendant que Jarang tremblait de douleur, Zek l'informa que son opération avait été un succès. Il révéla à Jarang qu'il avait subi des blessures qui auraient dû le plonger dans un coma. Il dit à Jarang qu'il serait complètement guéri d'ici la fin du mois. Il lui demanda de simplement se concentrer sur sa guérison. Il lui a demandé qu'il avait beaucoup de choses à préparer. Jarang dit à Zek qu'il avait une question à lui poser à propos de la dernière fois. Avant qu'il ne puisse la poser, Zek dit à Jarang qu'il connaissait son père. Il révéla à Jarang qu'ils avaient travaillé ensemble. Au moment où il entendit cela, Jarang agita sa main vers le elfe. À la surprise de Zek, notre garçon prit simplement la pomme qu'il était en train de couper. Jarang remercia l'elfe pour la pomme. Jarang remarqua que Zek était surpris. Il demanda à l'elfe s'il pensait qu'il allait le frapper. Zek dit à notre garçon qu'il n'avait pas la réaction à laquelle il s'attendait. Tout en mangeant la pomme, Jarang expliqua à l'elfe qu'il voulait simplement savoir s'il connaissait son père. Du fait que Zek agissait différemment de la fois où ils étaient rencontrés, Jarang a pu déduire que l'elfe et son père étaient plus que des simples compagnons de travail. Au moment où Jarang apprit cela, il demanda à Zek de partir ou de couper sa main avec le couteau qu'il tenait pour prouver son point. L'elfe fut surpris d'entendre cela. Jarang demanda à Zek s'il était censé dire quelque chose comme ça. Il s'est excusé près de l'elfe. Il essayait tout simplement d'avoir l'air réaliste. Zek dit à notre garçon que son impression était exacte. Il dit à notre garçon qu'il s'attendait à ce que Jarang réagisse plus émotionnellement une fois qu'il apprenait la nouvelle. Jarang se leva et expliqua à Zek qu'il avait réagi émotionnellement s'il était venu 3 ans auparavant. À cette époque, l'esprit de notre garçon était rempli de colère. Il était déterminé à se venger des gens qui avaient mis son père dans son état actuel et des gens qui n'avaient rien fait pour l'aider. Zek demanda à Jarang de lui dire ce qui avait changé son esprit. Jarang lui expliqua qu'il avait simplement mûri et qu'il accordait la priorité à de meilleures choses. Jarang expliqua à Zek que ses pensées étaient insensées. Il dit à Zek qu'il n'était même pas assez fort pour le vaincre. Notre garçon ne savait pas comment il allait se venger avec ses compétences actuelles. Jarang jeta sa pomme à la poubelle et révéla à Zek qu'il était plus important pour lui d'obtenir suffisamment d'argent pour payer les factures d'hôpital de son père jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de le guérir. Il dit à l'elfe qu'il était prêt à tout faire. Avec un air sérieux sur le visage, Jarang dit à l'elfe qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour détruire quiconque se mettrait en travers de son chemin. Zek assura à notre garçon qu'il n'avait aucune intention d'interférer avec quoi que ce soit. Il a dit à notre garçon qu'il était simplement venu poser quelques questions. Il a demandé à Jarang de lui dire pourquoi il n'était pas enregistré comme le fils de S. Il a demandé à notre garçon de lui révéler la personne qui s'est occupée de lui après que son père soit tombé malade. Jarang a révélé à Zek que son père l'avait élevé seul. Il a dit à l'elfe qu'il y avait beaucoup de gens qui essaieraient de lui faire du mal s'il découvrait que son père est S. Il a révélé à l'elfe qu'il avait grandi seul. Zek a décidé d'accepter la réponse de notre garçon. Il a demandé à Jarang s'il connaissait du Gano. Notre garçon a dit à Zek qu'il ne connaissait personne portant ce nom. Zek a révélé à notre garçon que ce n'était pas un nom de personne. Il lui a dit que c'était le nom du dragon de la fin du monde. C'est le dragon qui a empoisonné S. Jarang fut choqué d'entendre cela. Dugano est le dragon aîné le plus dangereux du monde. Un dragon est une créature crainte par les gens du monde entier. Pendant l'adhésion, les murs ont été achevés avec l'aide d'autres mondes, et avec l'augmentation soudaine de la qualité des aventuriers, les donjons et les monstres n'étaient plus considérés comme un danger pour la survie de l'humanité. Cependant, il y avait des exceptions à ces règles. Étant assez forts pour détruire les murs, les dragons sont un exemple de tels êtres. Ils étaient plus forts, plus intelligents et plus rusés que les autres espèces. Il n'était pas rare qu'une race supérieure montre de l'hostilité envers les humains. Mais parmi ces races supérieures, les dragons étaient les plus dangereux. Ils ne traitaient pas l'humanité avec désintérêt ou haine.
Plutôt, il voyait les humains comme une cible à diriger et à exploiter. La plus grande erreur commise par les dragons fut de sous-estimer les humains selon Zek. Au lieu de conduire l'humanité à l'extinction, ils espéraient que celle-ci ne serait pas capable de surmonter les donjons et mourrait naturellement après la disparition de toute loi et ordre du monde. Les dragons allaient jouer à Dieu en échange d'une protection contre le danger. Jarang fut choqué d'entendre cela. Il dit à Zek que les dragons ne pouvaient pas voir l'avenir. Zek expliqua à notre garçon que l'humanité avait réussi à persévérer et nettoyer les donjons avec l'apparition des aventuriers. Une fois que les choses n'étaient plus en leur faveur, les dragons ont décidé de prendre les choses en main. Ils ont étalé leur pouvoir et menacé les humains. À cette époque, Sang apparut avec la stratégie appropriée et la détermination de la mener à bien. S a prouvé que les dragons pouvaient être vaincus. La nouvelle de la défaite du dragon s'est répandue dans le monde entier et a tout changé. Jarong a dit à Zek qu'il avait également appris cela. Il lui a rappelé que les dragons s'étaient cachés après la victoire de Sang. Zek a corrigé notre garçon en lui disant que les dragons avaient simplement changé de stratégie. Il lui a dit que les dragons sont rusés et qu'ils peuvent changer d'apparence. Selon Zek, une fois que les dragons ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas vaincre les humains par la seule puissance, ils ont changé d'apparence et ont commencé à s'intégrer dans la société humaine. Jarang fut choqué d'entendre cela. Zek se leva et s'approcha de notre garçon. Il lui a dit qu'il voulait partager une information classifiée avec lui parce qu'il était le fils de S et qu'il avait l'intention de devenir un aventurier. Il a révélé à Jarang qu'il pourrait être capable de fabriquer un antidote pour S s'il parvenait à vaincre Dugano. Jarang fut choqué d'entendre cela. Zek a dit à notre garçon qu'il devait devenir plus fort en tant qu'aventurier s'il voulait se joindre à eux. Il a assuré à Jarang qu'il créerait une opportunité de tuer Dugano. Dans la scène suivante, nous voyons Jarang regarder une note que Zek lui avait donnée. Tout en regardant la note, notre garçon se souvint de ce que Zek lui avait dit. L'elfe a dit à Jarang qu'il pouvait oublier tout ce qu'il lui avait dit s'il ne lui faisait pas confiance. Notre garçon ne comprenait pas ce que Zek disait. Il ne voyait aucune raison de ne pas rejoindre l'elfe. Il assurait à Zek qu'il adorerait saisir l'opportunité. Zek a dit à Jarang qu'il le comprenait. Il a dit à notre garçon que ce n'était pas à lui de décider s'il voulait se joindre. Il a demandé à Jarang d'atteindre le sommet s'il voulait avoir une chance de se battre. Jarang fut choqué d'entendre cela. Zek expliqua à notre garçon que les dragons étaient rusés et qu'ils se sont foulement intégrés dans la société humaine. Ils se cachent derrière des façades et attendent de voir une opportunité parfaite. Selon Zek, même si une personne obtient des preuves et les révèle au monde, cela ne sert à rien si on ne peut pas les capturer. Une fois que les dragons sont démasqués, ils trouvent simplement un autre endroit et se cachent à nouveau. Une fois cela fait, tout ce qui s'ensuit n'est que peur et agitation. Pour éviter cela, il faut être net et rapide. Autrement dit, avant que les dragons ne puissent s'enfuir et se cacher, il faut s'en débarrasser dans un instant. Zek sortit un papier et révéla à Jarang qu'il préparerait une équipe pour capturer Dugano depuis plusieurs années. Il tendit la main et dit à Jarang que les aventuriers étaient suffisamment fiables et compétents pour affronter un dragon. Il a dit à Jarang qu'il n'y aurait pas de place pour lui s'il n'était pas assez fort pour se tenir aux côtés des autres aventuriers. Jarang devint nerveux en entendant cela. Selon Zek, dans un plan pour chasser un dragon, si quelqu'un peut faire traîner l'équipe, cela signifierait non seulement l'échec de la mission, mais ce serait également un facteur pouvant mettre la vie de tout le monde en danger. Jarang devint content en entendant cela. Il demanda à Zek combien de temps il avait avant que la mission commence. Notre garçon pensait que les autres aventuriers ne l'attendraient pas. Zek révéla à Jarang qu'il n'avait pas été capable d'identifier où se trouvait Dugano. Il dit à Jarang qu'il s'attendait à trouver le dragon d'ici 2 ans. Il expliqua à notre garçon qu'il ne l'attendrait pas une fois qu'il serait prêt. L'elfe se dirigea vers la porte et dit à notre garçon qu'il ne se souciait pas de ce qu'il pensait de lui. Il dit à Jarang que ce n'était pas grave s'il ne lui faisait pas confiance et ne voulait plus jamais le revoir. Il assurait à Jarang qu'il traquerait Dugano. Après avoir dit ça, l'elfe s'en alla. La scène change, et nous voyons Jarang se laver le visage dans un lavabo. Notre garçon ne pouvait pas croire qu'il y avait un moyen de guérir son père. Le corps de Jarang tremblait quand il y pensait. Notre garçon n'avait pas peur de ne pas pouvoir participer à la mission pour venger son père. Jaron tremblait d'excitation. Il s'assura qu'il allait y arriver. Jaron avait attendu toute sa vie sans la moindre lueur d'espoir. Maintenant, il avait la chance de faire quelque chose à ce sujet. Pour la première fois de sa vie, notre garçon sentit une petite flamme commencer à grandir en lui. Cela remplit Jaron d'excitation. Pendant qu'il se nettoyait le visage, Yeman entra dans sa chambre. La femme fut surprise de voir que notre garçon était déjà réveillé. Elle s'approcha de lui et lui demanda s'il ressentait une douleur dans son bras ou dans toute autre partie de son corps. Jarang révéla à la femme qu'il ressentait une certaine douleur dans ses muscles. Yeman réalisa que notre garçon n'avait pas encore rencontré le médecin. Elle révéla à Jarang qu'il se sentirait endolori pendant un certain temps. C'était parce qu'ils avaient dû reconstruire le bras de notre garçon de fond en comble. Jarang fut choqué d'entendre cela. Il demanda à la chercheuse de lui expliquer ce qu'elle voulait dire. Yeman révéla à Jarang que son bras était dans un état critique lorsqu'il fut secouru.
Toute mauvaise manœuvre lors de l'opération aurait pu conduire à l'amputation de la main de notre garçon, mais grâce à la participation de Zeki à la chirurgie, ils avaient pu reconstruire le bras. Notre garçon fut choqué d'entendre cela. Tout en regardant son bras, Jarang se souvint de quelque chose. Il demanda à Yeman des nouvelles de Chiarkang. La chercheuse révéla à Jarang que Chiarkang était sorti le jour même de son arrivée. Elle dit à notre garçon que Chiarkang avait une vitesse de récupération incroyable. Notre garçon remarqua quelque chose d'étrange en entendant cela. Il se demandait depuis combien de temps il était à l'hôpital. Pendant qu'il réfléchissait, Yeman lui demanda si elle pouvait prendre une photo avec lui. Notre garçon se pencha et prit une photo avec la femme. Après avoir pris la photo, Jarang demanda à Yeman s'il pouvait partir. La femme lui dit qu'il le pouvait. Elle lui conseillait de ne pas sortir par les portes principales, car il pourrait avoir des problèmes. Jarang fut surpris d'entendre cela. Yeman lui révéla que tout l'hôpital était rempli de journalistes. Elle dit à Jarang que les journalistes essayaient de l'interviewer dès qu'il sortirait. Notre garçon ne comprenait pas ce qu'il se passait. Il demanda à la femme de lui dire pourquoi les journalistes voulaient le rencontrer. Yeman réalisa que notre garçon ne savait pas qu'il était devenu viral. Elle sortit son téléphone et lui montra la vidéo de lui combattant les horreurs corps nues. Elle dit à Jarang que des centaines de personnes seraient mortes sans lui et Chiarkang. Grâce à sa nouvelle célébrité, tout le monde est devenu curieux au sujet de notre garçon. À cause de cela, les journalistes venaient à l'hôpital sans arrêt depuis quelques jours. Yeman donna son sac à Jarang. Elle dit à notre garçon que Saram avait demandé à Jarang de lui donner le sac. Selon la femme, Saram avait demandé à notre garçon d'utiliser l'objet dans le sac pour la retrouver à l'arrière de l'hôpital. Notre fille demanda à Jarang d'utiliser l'objet s'il ne voulait pas révéler son identité. Jarang fut surpris de voir ce que Saram avait fait pour lui. Il était certain que l'objet serait équipé d'un sortilège de perturbation d'identification. À la surprise de notre garçon, Saram avait mis une corde ordinaire dans le sac. Jarang réalisa que notre fille voulait qu'il utilise la corde pour descendre par la fenêtre. Malheureusement pour notre garçon, il n'avait pas beaucoup d'options. Il utilisa la corde pour descendre. Pendant qu'il s'éloignait lentement de l'hôpital, Yeman lui demanda de ne pas s'inquiéter. Elle dit à notre garçon qu'elle posterait la photo une fois qu'il deviendrait un aventurier célèbre. Jarang lui fit un signe de la main gênée. La scène change et nous voyons Sarum dans sa voiture. Pendant qu'elle vérifiait son téléphone, notre garçon entra dans sa voiture. Il lui demanda si la corde était son seul choix. Saram demanda à notre garçon s'il voulait se faire attraper par les journalistes. Jarang ne savait pas quoi dire. À l'intérieur de la voiture, Jarang vit un sac contenant des vêtements. Il demanda à Sarum si elle avait fait du shopping. Notre fille révéla à Jarang que les vêtements étaient pour lui. Elle lui dit qu'elle lui avait également acheté un nouveau téléphone, car elle supposait que son ancien serait déjà détruit. Ce geste a vraiment touché notre garçon. Il regardait Sarum comme un personnage d'animé reconnaissant. Notre fille fut agacée de voir l'expression sur son visage. Elle lui demanda d'arrêter de la regarder d'une manière si étrange. Sarum fut surprise de voir la vidéo de Jarang abattant le monstre. Elle ne pouvait pas croire que l'accident s'était produit juste devant lui. Jarang a dit à notre fille que la vie est pleine d'accidents et d'incidents. Il dit à Sarum où ils allaient. Il lui dit qu'il voulait en fait se reposer aujourd'hui. Sarum comprit le point de notre garçon. Elle lui expliqua qu'il n'avait que du temps aujourd'hui. Elle lui dit qu'il devait y aller aujourd'hui s'il voulait obtenir les mesures appropriées pour ses vêtements. Notre garçon lui dit qu'il avait déjà des vêtements ici. Sarum lui expliqua qu'elle parlait des vêtements qu'il porterait en tant qu'aventurier. Notre fille dit à Jarang qu'il était assez chanceux. Elle lui révéla que le meilleur tailleur du monde avait accepté de lui créer une armure. Le matériau d'une armure peut être séparé en 3 catégories. Le premier est le tissu. C'est un matériau dont les vêtements normaux sont faits. Il a le pire pouvoir de défense physique. Cependant, en raison de la facilité de pouvoir lancer des sortilèges de soutien sur le tissu, il est généralement utilisé par les guérisseurs et les magiciens en arrière-garde. Le second matériau est le métal. Bien que sa solidité soit inégalée, il est assez lourd. En raison du fait que les métaux des donjons sont beaucoup plus solides en raison de leur haute densité, il est impossible de supporter son poids sans une force et une endurance incroyables. Selon Sarum, le meilleur matériau est le cuir. Il n'est pas trop lourd, mais il est quand même solide. C'est le meilleur matériau pour les damage dealers de courte portée. Jarang a dit à notre fille qu'il commencerait à utiliser une armure dans ses missions. Pendant qu'il essayait de configurer son nouveau téléphone, Sarum demanda à notre garçon de lui dire comment il avait réussi à vaincre le monstre. Il était surpris d'entendre cela. Sarum demanda à Jarang de lui dire comment lui et Chiarkang avaient réussi à vaincre les horreurs corps nues. Jarang lui dit à regarder la vidéo en ligne, et lui dit que quelqu'un avait déjà mis en ligne la vidéo. Sarum révéla à Jarang que la vidéo n'avait pas tout enregistré. Elle lui expliqua que la vidéo ne montrait que lui et Chiarkang combattant les horreurs à 1 et 2 cornes. Elle dit à notre garçon que la vidéo ne contenait pas la scène où il affrontait l'horreur corps nue 5 étoiles. Jarang fut choqué d'entendre cela. Il ne pouvait pas croire que le monstre était un monstre 5 étoiles.
Jarang savait que le monstre était trop fort pour n'être autour de 3 étoiles. Jarang savait qu'il serait impossible pour lui et Cherkang d'affronter un monstre 5 étoiles, même s'ils étaient parfaitement prêts. Jarang devint plus curieux de ce pouvoir mystérieux qu'il avait reçu. Il ne comprenait pas comment il avait pu devenir plus fort. Sarum demanda à Jarang de lui donner une réponse. Jarang dit à notre fille qu'il ne savait pas comment il avait vaincu le monstre. Il lui dit que cela s'était juste produit. Sarum fut surprise d'entendre cela. Elle ne comprenait pas ce que Jarang disait. Cela est parce que même les aventuriers professionnels doivent former une équipe s'ils veulent abattre un monstre 5 étoiles. En voyant l'expression sur son visage, Sarum pouvait dire que Jarang ne mentait pas. Elle ne pouvait pas croire que Jarang avait réussi à vaincre un monstre 5 étoiles. Notre fille fut agacée de voir à quel point Jarang était talentueux. Elle demanda à Jarang de barder sa prudence. Elle lui dit que les choses allaient devenir très fatigantes pour lui très bientôt. Jarang lui dit qu'il était conscient de la situation. Sarum lui expliqua qu'il avait d'autres choses à craindre que les journalistes. Elle lui dit que lui et Cherkang étaient le centre de l'attention de tout le monde. Selon Sarum, l'identité de Cherkang avait été révélée aux médias. Le pauvre garçon avait dû faire différentes interviews pendant 4 jours d'affilée, et il avait même été choisi pour quelques émissions de télé. Notre fille dit à Jarang que Cherkang évitait toujours de parler de lui dans ses interviews. Il avait même refusé de partager le nom de notre garçon sans sa permission. Au moment où elle dit cela, Jarang se souvint de quelque chose. Il demanda à Cherkang de lui rendre un service. Il demanda au garçon de dire aux gens qu'il ne connaissait pas tous les détails de ce qu'il s'était passé dans la zone. Jarang a expliqué au garçon qu'il ne voulait pas que son identité soit révélée. Cherkang assura notre garçon qu'il suivrait son idée. Sarum demanda à notre garçon de lui dire quand il était devenu proche de Cherkang. Avec un sourire sur le visage, Jarang dit à notre fille qu'il ne savait pas. Sarum demanda à notre garçon de rester discret jusqu'à ce qu'il puisse passer l'examen de transfert. Jarang demanda à notre fille avait une raison pour laquelle il devait rester discret jusqu'à l'examen. Au moment où il dit cela, Jarang reçut un message de Jae-Wan. Son patron lui demandait s'il était encore en vie. Il dit à Jarang qu'il prendrait soin de son père pour lui. Jae-Wan demanda à Jarang de lui dire où il était. Jarang révéla à son patron qu'il venait de sortir de l'hôpital. Il lui dit qu'il devait parler plus tard le soir. Sarum laissa un soupir et révéla à Jarang qu'elle avait fait des recherches sur le transfert pour lui. Elle lui dit que l'examen devenait plus difficile plus elle en lisait. Selon Sarum, les chances de réussir l'examen de transfert au cours des 5 dernières années étaient de 100 contre 1. Jarang a dit à notre fille que certaines personnes passaient l'examen juste pour le plaisir de le passer. Il dit à Sarum que la plupart des gens qui avaient passé l'examen de transfert étaient probablement tous pires qu'elle. Notre fille fut agacée d'entendre cela. Jarang lui assura que ses skills n'étaient pas mauvais. Sarum lui demanda de se taire. Quand ils sont sortis de la voiture, Sarum dit à notre garçon qu'il n'avait pas tort. Elle lui assura qu'il était probablement l'un des meilleurs à l'examen en matière de compétences. Elle demanda à Jarang de s'y reprendre différemment. Elle demanda à notre garçon s'il croyait vraiment que les gens qui manquaient de compétences feraient les choses tout seuls. Notre garçon fut surpris d'entendre cela. Il comprit immédiatement ce que Sarum voulait dire. Il demanda à Sarum si les personnes les plus faibles faisaient équipe. Notre fille lui dit qu'il avait raison. Selon Sarum, la plupart des étudiants sont des aventuriers de 2e génération. Un ou les 2 parents sont aventuriers. Il est probable que ces parents aient des liens entre eux. Ces parents peuvent se rencontrer et créer des groupes pour leurs enfants. La plupart des candidats sont issus de ces groupes. Dans une condition comme celle-ci, si l'identité de notre garçon est révélée, il deviendra immédiatement la cible de tout le monde. Sarum expliqua à notre garçon qu'il pouvait en fait entrer dans son école grâce à ses exploits. Elle lui dit qu'il recevrait probablement une admission spéciale. Notre garçon a recliné cette offre. Notre garçon dit à Sarum qu'il y avait probablement des gens qui avaient réussi l'examen par eux-mêmes. Il assura qu'il vaincrait le reste des candidats et réussirait seul. Notre fille fut surprise d'entendre cela. Elle aimait le fait que Jarang était motivé, mais elle sentait que quelque chose n'allait pas. Pendant qu'elle réfléchissait, Jarang regarda autour du bâtiment et lui demanda où étaient les toilettes. Il lui dit qu'il avait besoin de changer de vêtements. Sarum demandait à notre garçon de la rejoindre dans un corridor une fois qu'il aurait fini de se changer. La scène change et nous voyons Sarum s'approcher d'une secrétaire. Elle dit à la femme qu'elle avait un rendez-vous avec le PDG. La secrétaire reconnut immédiatement Sarum. Elle demanda à Sarum de patienter un instant. Lorsque la femme utilisa son téléphone de bureau pour appeler son boss, une autre personne sembla reprendre le téléphone. Après avoir entendu ce que la personne disait, la secrétaire s'excusa auprès de Sarum. Elle dit à Sarum que le PDG avait un événement urgent auquel elle devait participer. Sarum fut surprise d'entendre cela. Elle retira ses lunettes et demanda à la femme de ne pas plaisanter avec elle. Elle lui dit qu'elle avait entendu que le PDG n'avait aucune réservation aujourd'hui. La secrétaire informa le PDG qu'il avait promis de la dédommager pour son temps. Sarum fut agacée d'entendre cela. Elle dit à la femme que la question n'était pas une question d'argent. Elle expliqua à la femme qu'elle avait besoin de l'armure pour un examen de transfert à Warrior High School. Pendant qu'elle parlait, quelqu'un sortit du bureau du PDG. La personne dit à Sarum que la femme lui semblait familière. Elle essaya de se souvenir du nom de Sarum.
Notre fille fut surprise de voir qui se tenait devant elle. Il existe un dicton parmi les aventuriers. La génération actuelle est différente de nous. Bien que cela ne soit pas vrai pour tout le monde, il est reconnu que les aventuriers des générations suivantes sont capables de récolter les fruits du travail des premiers aventuriers. Les aventuriers de la première génération ont sacrifié leur vie pour élaborer les stratégies utilisées aujourd'hui. En plus de cela, la technologie et les compétences ont également progressé. Cependant, ce qui différencie la génération actuelle de la première génération, ce sont les conditions avec lesquelles ils sont nés. Les aventuriers survivants de la première génération se sont installés et ont fondé une famille. Ils ont réussi à tout transmettre à leurs enfants. Ils ont transmis leurs talents et ont également donné à leurs enfants une éducation de haut niveau dès leur plus jeune âge. Quand on demande qui a le plus bénéficié de la première génération, la plupart des gens désignent Anne Gaillon. Gaillon ne se souvenait pas du nom de notre fille, mais elle était certaine que Sarum était une étudiante de première année de son école. Avec un sourire sur le visage, Gaillon demanda à notre fille si elle la connaissait. Bien sûr, il était impossible que Sarum ne sache pas qui était l'actuelle présidente du conseil étudiant. Gaillon dit à notre fille qu'elle ne voulait pas lui faire perdre son temps. Elle révéla à Sarum que le PDG était son oncle. Elle lui dit quel était l'événement urgent auquel son oncle faisait référence. Elle dit à notre fille qu'elle comprenait qu'elle était en colère parce que son rendez-vous avait été annulé. Sarum devint nerveuse en entendant cela. Gaillon demanda à Sarum de simplement considérer qu'elle avait volontairement cédé sa place. Elle demanda à Sarum de dire aux gens qu'elle lui avait cédé sa place. Notre fille serra le poing de colère. Même si c'était un non-sens complet, Sarum ne pouvait rien faire. Elle était bien consciente du pouvoir que la présidente étudiante détenait à Warrior High School. Notre fille avait également entendu parler des histoires tristement célèbres concernant Gaillon. Pendant qu'elle réfléchissait, Jairon vint la rejoindre. Notre garçon entendit ce que Gaillon disait à Sarum. Il sut immédiatement que Gaillon était l'aîné de Sarum. Il dit à notre fille qu'il n'avait pas le choix. En entendant ce que Jairon disait, Gaillon décida de le remercier. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, notre garçon lui dit de ne pas la remercier. Avec un regard sérieux sur son visage, Jairon demanda à la fille de déguerpir. Gaillon fut choquée d'entendre cela. Elle dit à notre garçon qu'il avait du culot. Avec un sourire sur le visage, Gaillon demanda à Jairon de lui dire qui il était. Sarum décida d'intervenir. Elle voulait expliquer la situation à son aîné. Avant que notre fille ne puisse dire quoi que ce soit, Gaillon agita doucement sa main. Au moment où elle fit cela, Sarum sentit quelqu'un lui planter un couteau dans la poitrine. Sarum fut choquée de ressentir cela. Elle tomba à terre. Gaillon dit à notre fille qu'elle ne lui avait pas posé de questions. Tout en respirant lourdement, Sarum plaça sa main sur sa poitrine. Elle fut choquée de constater qu'elle n'était pas coupée. Gaillon demanda à notre fille de connaître sa place. Elle demanda à Sarum de rester où elle était. Notre garçon dit son nom à Gaillon. Il lui dit qu'il avait 17 ans et que son groupe sanguin était O. Il lui dit que sa taille était de 180 cm et que son plat préféré était la saucisse et les légumes sautés. Il révéla à Gaillon qu'il était en train de faire un transfert à Warrior High. Notre garçon dit à l'aîné qu'il était en fait un peu déçu. Gaillon fut surprise d'entendre cela. Jairon dit à la fille qu'il était triste de voir qu'il y avait des gens comme elle qui se prenaient de haut à Warrior High. Sarum fut choqué d'entendre ce que Jairon disait. Gaillon était agacée d'entendre ce que Jairon disait. Elle agita à nouveau sa main. Au moment où elle fit cela, Jairon sentit quelqu'un le planter un couteau dans sa poitrine. Jairon fut choqué de ressentir cela. Elle recula rapidement. Dès que Jairon recula, Gaillon lui dit qu'en fait, elle n'aimait pas les gens comme lui. Elle dit à Jairon qu'elle ne respectait que les gens qui avaient la capacité de soutenir ce qu'il disait. Elle demanda à Jairon d'arrêter de faire le dur alors qu'il ne pouvait même pas entrer à l'école par les admissions régulières. Jairon sourit en entendant cela. Il releva la tête et utilisa la même technique sur Gaillon. Il utilisa la technique pour la poignarder dans l'œil. Jairon dit à la fille que c'était la première fois qu'il utilisait cette technique. Il lui demanda s'il était à la hauteur de ses exigences. Au moment où il dit cela, nous voyons que Jairon avait en fait utilisé la technique pour poignarder Gaillon son tout le corps. La fille fut choquée de ressentir cela. Avant qu'elle puisse faire quoi que ce soit, quelqu'un l'interpella. L'homme sortit de son bureau et demanda à Gaillon de lui dire ce qu'elle faisait. Cet homme avéra tout être le PDG. Son nom est Han Songro. Il est un ancien aventurier. Il est actuellement designer d'armure. Songro demanda à sa nièce de lui dire pourquoi elle était venue lui rendre visite sans le prévenir. L'homme fut choqué de voir que Gaillon avait décroché son téléphone interne alors qu'il était en communication. C'est la fille qui avait demandé à la secrétaire de renvoyer Sarum.
Sangro rappela à sa nièce que cela faisait une semaine depuis son dernier incident. Il lui demanda si elle voulait que son père soit en colère contre elle. Sangro se tourna vers Jairon et Sarum. Il s'excusa auprès d'eux de la conduite de Gayon. Il leur dit que la fille avait tendance à agir de son propre chef. Sarum se leva et dit au mec qu'il n'avait pas besoin de s'excuser. Elle était assez relâchée de voir que quelqu'un qui pouvait gérer Gayon était venu les sauver. Sarum fut surprise de voir que la présidente du conseil étudiant était encore pire que les rumeurs. Gayon ne s'occupe que des compétences. Elle ne se souvient même pas des noms des autres étudiants, à moins qu'ils soient à la hauteur du conseil étudiant. Pendant qu'elle regardait Gayon, Jairon demanda à notre fille de se rapprocher de lui. Il lui demanda de lui dire qui était Gayon dans son école. La fille ne semblait pas être une aînée normale à notre garçon. Sarum révéla à Jairon que Gayon était la présidente du conseil étudiant. Cela veut dire qu'elle est la personne la plus forte à l'école. Jairon fut choqué d'entendre cela. Les étudiants des écoles spéciales reçoivent des licences temporaires. On les appelle des gemstones. Les personnes au rang gemstone ont obtenu l'autorisation de l'association des aventuriers d'entrer dans un donjon sous la supervision d'un aventurier professionnel. Avec cette licence, les étudiants peuvent utiliser leur temps pendant les pauses et les week-ends pour explorer des donjons de faible difficulté avec des aventuriers professionnels. Par cet exercice, les étudiants peuvent acquérir de l'expérience avant de devenir aventuriers eux-mêmes. Cependant, il existe de rares exceptions. Le conseil étudiant de Warrior High. Il est composé de quelques élites qui possèdent un talent inimaginable au sein de l'école. C'est un groupe de personnes officiellement reconnues comme des professionnels. Non seulement ils ont suffisamment d'influence pour parler au conseil d'administration et influencer leurs décisions, mais ils travaillent également avec des escouades d'attaque professionnelles pour participer à des raids à grande échelle pour des monstres 5 étoiles et plus. Pour cette raison, les membres du conseil étudiant de Warrior High sont considérés comme des professionnels non officiels au sein de la communauté des aventuriers. Ce sont des gens que la rumeur dit être les prochains Rankers. Jarong demanda à notre fille si Gayon était une étudiante de 3e année. Sarum révéla à notre garçon que Gayon était en fait une étudiante de 2e année. Notre garçon fut surpris d'entendre cela. Il demanda à Sarum si Gayon avait redoublé. Sarum expliqua à Jarong que Gayon avait en fait voler le poste au président d'origine. Jarong fut surpris d'entendre cela. Il demanda à Sarum de lui expliquer ce qu'elle voulait dire. Tout en chuchotant, Sarum rappela à Jarong que son école se concentrait sur les compétences. Selon Sarum, le plus tôt qu'une personne puisse entrer au conseil étudiant est le premier semestre de la 2e année. Gayon a réussi à adhérer dès sa 2e année. Au moment où elle a rejoint le conseil, la fille a dégainé son épée. Elle a défié tous les aînés du conseil. Avant même que le premier semestre ne soit terminé, Gayon avait réussi à vaincre tout le monde au conseil étudiant, y compris le président. Les étudiants considèrent cet événement comme le plus grand événement de leur école. Gayon a réussi à devenir la plus jeune présidente de tous les temps. Pendant que Sarum parlait à notre garçon, Gayon se retourna et demanda à son oncle d'arrêter de la sermonner. Elle lui dit qu'elle s'en allait. Sarum fut soulagé de voir cela. Avant que la fille ne puisse s'éloigner, Jarong lui demanda de faire un pari avec lui. Il lui assura qu'il serait rapide avec ce qu'il voulait dire. Sarum fut choquée d'entendre ce que notre garçon disait. Elle ne pouvait pas croire qu'il dirait quelque chose d'aussi insensé. Jarong dit à la fille qu'il avait entendu dire qu'elle était très célèbre. Notre garçon pensait que Gayon avait une raison de montrer son mauvais côté à son aîné. Il dit à la fille qu'il voulait faire un seul pari avec elle. Il dit à Gayon qu'elle aurait son oncle pour elle seule s'il perdait. Sarum s'excusa immédiatement auprès de son aîné. Elle se rapprocha de Jarong et lui demanda s'il était fou. Gayon savait que notre garçon ne proposerait pas un pari à moins qu'il le veuille quelque chose. Elle demanda à Jarong de lui dire ce qu'il voulait. Notre garçon dit à Gayon qu'il pouvait réaliser le pari en utilisant l'entraînement d'ombre. L'entraînement d'ombre issu d'une ancienne méthode d'entraînement aux arts martiaux. C'est une méthode d'entraînement de base pour le combat à corps à corps. Celui qui touche son adversaire en premier ou force son adversaire dans une position défavorable gagne le match. Étant donné qu'elle est basée sur l'agilité et les compétences d'un individu sans aucun risque de blessure, la méthode est universellement utilisée par tout le monde. Jarong enleva sa veste et assura à Gayon qu'il abandonnerait son temps s'il perdait. Avec un sourire sur le visage, Jarong dit à Gayon qu'il voulait qu'elle lui donne le poste de présidente du conseil étudiant s'il gagnait. Il lui dit qu'il voulait le poste lorsqu'il serait transféré à Warrior High. Sarum fut choquée d'entendre cela. Elle réalisa que notre garçon était beaucoup plus fou qu'elle ne l'avait prévu. Elle était certaine que Gayon n'accepterait jamais le pari à moins qu'elle soit folle aussi. À la surprise de Sarum, Gayon accepta volontiers le pari. Dans la scène suivante, nous sommes emmenés dans une salle de test de durabilité T. Gayon et Jarong prirent leur position et se couvrirent de leur énergie. Tout en les regardant tous les deux, Sarum se rappela à Jarong demander s'il était fou. Après que Jarong avait défié Gayon, Sarum l'emmena dans un coin. Notre fille a dit à Jarong qu'il pouvait toujours se retirer du pari. Elle lui assura que Seong-ho était une personne rationnelle. Elle dit à Jarong que l'homme pourrait laisser les choses se calmer une fois qu'il s'était excusé. Sarum ne comprenait pas pourquoi Jarong ferait un pari comme celui-là. Elle rappela à Jarong qu'il n'était pas complètement guéri. Elle lui demanda de lui dire comment il voulait se battre avec son bras cassé.
Elle dit à Jarong qu'il était impossible que Gayon lui donne réellement son poste s'il gagnait. Jarong dit à notre fille qu'il ne pouvait pas gagner. Sarom fut surprise d'entendre cela. Notre garçon révéla à Gayon qu'il ne pouvait pas battre Gayon, même s'il était complètement guéri. Il dit à Sarom que la fille était trop forte. Notre fille ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Elle demanda à Jarong de lui dire pourquoi il ferait un pari même s'il savait qu'il allait perdre. Elle lui dit qu'il perdait essentiellement leur temps. Jarong lui demanda de ne pas s'en occuper. Il savait que Sarom ne pouvait pas comprendre ses intentions. Il lui demanda de lui faire confiance. Il assura à notre fille qu'il faisait une bonne affaire. Tout en pensant aux paroles de Jarong, Sarom tria de comprendre ce que notre garçon gagnerait du combat, alors qu'il connaissait déjà le résultat. Elle se demandait si Jarong allait perdre pour se mettre dans les bonnes grâces de Gayon. Sarom écarta rapidement cette idée de sa tête. Elle savait que notre garçon n'était pas assez stupide pour faire quelque chose comme ça. Pendant que notre fille réfléchissait, Sung-ho s'excusa auprès d'elle. Il dit à notre fille que sa nièce était censée être le président du conseil étudiant, mais qu'elle n'était pas une personne accueillante. Il se tourna vers Sarom et inclina la tête. Il lui demanda de lui pardonner. Sarom se tête en mal à voir cela. Elle lui demanda de ne pas s'en occuper. Elle dit à l'homme que la situation était ainsi par l'entêtement déraisonnable et Jarong. Sung-ho trouva cette déclaration étrange. Il dit à notre fille que ce n'était peut-être pas ce qu'elle pensait. Sarom fut surprise d'entendre cela. Sung-ho expliqua à Sarom que Gayon ne savait pas grand-chose à propos de Jarong, mais qu'il connaissait les intentions de notre garçon. Gayon libéra une petite quantité de son énergie et dit à Jarong qu'elle n'allait pas utiliser ses deux bras pour mettre le match sur un pied d'égalité. Avec un sourire sur le visage, Jarong dit à Gayon qu'il ne s'en souciait pas. Il lui dit qu'il utiliserait cet handicap comme son excuse pour perdre. Gayon sourit en entendant cela. Elle fit un pas devant et disparut devant notre garçon. Elle réapparut à ses côtés et essaya de le frapper à la tête avec un coup de pied. Notre garçon parvint à voir l'attaque et l'esquiva. Sung-ho et Sarom furent tous les deux surpris de voir cela. Cependant, ils furent tous les deux surpris pour des raisons différentes. Sarom fut surprise par la vitesse de l'attaque. Ses yeux ne pouvaient même pas suivre les mouvements de Gayon. L'entraînement d'ombre est un exercice d'entraînement défensif. Afin d'entrer en contact avec l'adversaire, il faut prendre le risque de s'exposer. Cependant, Gayon ne montra aucune hésitation ni aucune peur. Elle attaqua simplement notre garçon. Elle avait la vitesse pour soutenir sa fierté infinie. Elle attaqua Jarong avec des mouvements plus vifs. Notre garçon réussit à esquiver les attaques. Sarom ne pouvait pas comprendre ce qu'elle voyait. Elle ne pouvait même pas voir comment chaque mouvement s'enchaînait. Sarom savait qu'elle n'aurait jamais pu réagir à la première attaque. Pendant qu'elle réfléchissait, Sung-ho l'appela. Avec un air nerveux sur le visage, l'homme demanda à Sarom si Jarong se préparait vraiment à entrer à Warrior High. En plus d'être le designer en chef à l'atelier H, Sung-ho était un ancien aventurier de rang vert. Il était classé 31e en Corée. Quand il a regardé les damnés que Sarom lui avait envoyés, Sung-ho était certain que Jarong était talentueux. Cependant, ce qu'il voyait dépassait ses attentes. Il y a 10 ans, Sung-ho était un aventurier plein d'énergie. Pour cette raison, l'homme comprit les intentions de notre garçon. Il savait que Jarong ne trahissait pas de se montrer ou de regarder Gayon de haut. Il voulait simplement savoir plus. Gayon est déjà plus forte que la plupart des gens de son âge. Si elle acquiert de l'expérience et des compétences, elle deviendra aussi forte que les rankers de rang inférieur. Jarong voulait simplement faire l'expérience. Il voulait voir la distance qu'il devait rattraper. Après avoir attaqué pendant un certain temps, Gayon recula avec un sourire sur le visage. La fille dit à Jarong qu'elle n'avait jamais de personne à réussi à esquiver ses attaques aussi longtemps après qu'elle soit entrée au lycée. Elle dit à Jarong qu'elle était impressionnée par lui. Elle révéla à Jarong qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il tienne aussi longtemps. Tout en respirant lourdement, Jarong l'entâta à la fille. Gayon pouvait voir que Jarong était blessé ailleurs. En se basant sur les mouvements et l'endurance de Jarong, Gayon déduit que Jarong n'avait pas 50% de sa force initiale. Jarong sourit en entendant cela. Elle demanda à la fille si elle avait déjà vu ce dont il était capable. Avec un sourire sur le visage, Gayon dit à Jarong qu'il était assez rapide quand il combattait les horreurs cornues. Elle révéla à Jarong qu'elle avait regardé la vidéo de lui des centaines de fois au cours des 4 derniers jours. Elle fit référence à notre garçon comme un monsieur inconnu. Elle lui dit qu'elle était une fan. Jarong fut surpris de voir que la fille était capable de deviner son identité. Gayon dit à Jarong qu'il pouvait déclarer le match nul et continuer la prochaine fois. Elle expliqua à Jarong qu'il pourrait continuer une fois qu'il entrerait à Warrior High. Elle lui dit que son corps serait déjà guéri d'ici là. Sarom fut surprise de voir que notre garçon avait arrêté de se battre. Elle se demandait de quoi lui et Gayon parlaient. Gayon dit à Jarong qu'elle ne voulait pas que les choses se terminent ainsi. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, Jarong se leva et dit qu'il était déçu. Avec un sourire sur le visage, Jarong dit à Gayon qu'il était triste qu'elle ne comprenne pas ce qui se passait, même si elle avait un œil vif et une confiance sans fondement. Jarong dit à la fille qu'il n'avait aucun intérêt à accepter un match nul. Il dit à Gayon que le poste de président du conseil étudiant était en jeu. Elle fut choquée d'entendre cela. Jarong assura l'aîné de lui qu'il n'avait aucune intention d'abandonner. Il lui demanda d'arrêter de perdre du temps. Il lui dit qu'il devait continuer le match. Au moment où il dit cela, il prit sa position. Les 3 personnes dans la pièce croyaient que Jarong bluffait. Notre garçon n'avait rien à gagner, même s'il continuait le match. Le meilleur résultat qu'il aurait pu obtenir était le match nul, et encore il l'avait gâché. Gayon dit à notre garçon qu'elle était un peu déçue.
Elle lui expliqua que ses actions étaient stupides. Au moment où elle dit cela, elle relâcha de l'énergie. Jarong sourit en entendant cela. Il fit un pas de devant. Sarom et Seung-ho furent surpris de voir que notre garçon avait bougé le premier. Au moment où il fit un pas, Jarong disparut devant Gayon et réapparut à ses côtés. Notre garçon tenta de lui donner un coup de pied au visage. Gayon réussit à esquiver l'attaque. Seung-ho fut choqué de voir que Jarong utilisait la même technique que Gayon. Sarom fut heureuse de voir l'attaque de notre garçon. Elle dit qu'elle savait que Jarong se retenait. Seung-ho dit à notre fille que Jarong ne se retenait pas du tout. L'homme réalisa qu'il s'était complètement trompé. Il réalisa que Jarong n'était pas simplement intéressé à mesurer sa force contre Gayon. L'homme était certain que Jarong et sa nièce n'auraient combattu que pendant 30 cours de sprint. Il ne pouvait pas croire que Jarong avait réussi à prédire et à copier le mouvement de Gayon en ces courts instants. Seung-ho fut choqué de voir le garçon utiliser les mouvements de sa nièce. Il comprit qu'il regardait un monstre. Il réalisa que pour Jarong, il ne s'agissait pas jamais de gagner ou de perdre. La vraie raison pour laquelle le garçon avait défié la fille était de voler ses compétences. Tout en esquivant l'attaque de Jarong, il recula. La fille ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Tout en respirant lourdement, Jarong félicita Gayon de lui avoir montré comment elle esquivait une attaque. Il prit sa position et demanda à la fille d'arrêter de rester immobile. Il lui dit qu'il voulait toujours qu'elle lui montre plus. Jarong travaillait comme contrebandier depuis son enfance. Il y avait une règle qu'il suivait toujours. Quoi qu'il arrive, il ne devait jamais faire un pari perdant. La technique ne consiste pas seulement à frapper avec suffisamment de force pour assommer quelqu'un. Pour exploiter le plein potentiel d'un individu, la posture et les mouvements optimisés, tout à la manière de respirer, même l'accumulation du plus petit pas est importante. Ce qui rend tous ces petits détails importants, c'est le temps. Les gens y consacrent leur temps et leur passion à accumuler de l'expérience. Ils acquièrent des connaissances grâce à des succès, des échecs répétés. Ces connaissances sont ensuite transmises aux générations futures pour d'autres améliorations. Même avec un talent impressionnant, il est impossible de surmonter cette connaissance par soi-même. Grâce à son talent naturel, Jarong a pu devenir régulièrement plus fort par lui-même. Cependant, à l'âge de 17 ans, sa croissance physique a commencé à ralentir. Notre garçon fut confronté à la vérité, il y avait une barrière qui freinait son croissement. Pour devenir plus fort, Jarong devait abattre cette barrière. Jarong enleva l'écharpe d'épaule servant à maintenir son plâtre. Il demanda à Gayon d'arrêter de rester immobile. Il lui dit qu'il l'attaquait. Jarong lui demanda si elle essayait d'éviter le combat en disant qu'elle continuerait quand il entrerait à Warrior High. Il lui demanda si elle utilisait cette excuse pour ne pas avoir à perdre. Gayon sourit en entendant cela. Elle demanda à son oncle s'il se rappelait de ce qu'elle lui avait demandé la dernière fois. Elle rappela à son oncle l'escouade d'attaque qui voulait signer un accord avec elle. Elle rappela à l'homme qui lui avait dit de rendre visite à l'escouade d'attaque afin de se forger une réputation positive. Gayon assura à son oncle qu'elle irait s'il n'intervenait pas dans le combat. Seung-ho fut surpris d'entendre cela. Gayon se tourna vers notre garçon et lui demanda s'il voulait toujours voir comment elle esquivait son attaque. Gayon se précipita pour attaquer notre garçon. Avec un sourire sur le visage, elle demanda à Jae-ron de la forcer à esquiver son attaque. Au moment où elle dit cela, elle balança sa jambe vers Jae-ron. Notre garçon regarda attentivement la direction de l'attaque. Il réussit à l'esquiver en allant au ras du sol. En ce qui concerne le mouvement humain, il existe des liens entre chaque mouvement. Chaque mouvement a un précurseur et un mouvement subséquent. En regardant quelqu'un, une personne prédit inconsciemment ce qui va suivre. Gayon utilise ce fait à son avantage en sautant les mouvements intermédiaires. Une personne peut ainsi tromper la perception des spectateurs. Non seulement il est difficile de prédire ce qui va se passer ensuite, mais chaque mouvement sera perçu comme étant beaucoup plus rapide qu'il ne l'est en réalité. Cette technique a été créée grâce à des décennies d'efforts. C'est une technique que le père de Gayon a créée et qui était célèbre pour sa capacité à la réaliser avec succès. La technique est connue sous le nom de flash. Tout en esquivant l'attaque de Gayon, notre garçon fit un pas en arrière. Au moment où il fit cela, il copia le mouvement de la fille et utilisa flash pour l'attaquer. Gayon fut choqué de voir cela. Seung-ho ne pouvait pas croire que notre garçon avait réussi à utiliser flash 2 fois de suite, et il avait même réussi à l'utiliser d'une manière que Gayon n'avait pas encore montrée. Le fait que Jaron ait réussi à comprendre le principe derrière l'attaque était choquant. Cependant, la plus grande surprise pour Seung-ho fut que Jaron ait utilisé la technique. L'homme savait que flash n'est pas une technique qui peut être facilement reproduite simplement en connaissant son principe. Des choses comme la souplesse, les réflexes et le timing sont très importants. Si l'une de ces choses est désaccordée, la technique ne fonctionnera pas. Seung-ho lui-même n'a appris la technique de son frère qu'au début de la vingtaine. Même s'il était à son apogée, il lui a fallu 3 mois pour apprendre la technique. Il a également dû apprendre à l'utiliser en s'entraînant avec sa nièce. Seung-ho ne pouvait pas croire que Jaron était capable d'utiliser la technique avec tout son corps. Pendant que notre garçon attaquait Gayon, il commença à respirer lourdement. Jaron était déjà épuisé. Il était presque à court d'énergie. Même s'il s'affaiblissait, notre garçon bougeait comme s'il était dans sa meilleure condition. Notre garçon ne voulait pas arrêter le combat. Il était heureux de voir qu'il avait une chance de devenir plus fort. Jaron éprouvait une joie d'apprendre qu'il n'avait jamais ressentie auparavant.
Même si ce n'était pas une façon normale d'apprendre, Jaron avait trouvé une raison de devenir beaucoup plus fort. Il n'apprenait pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il réalisait fin que le processus d'apprentissage était amusant. Il avait finalement appris comment le faire et ce qui était possible. Jaron oublia toute sa douleur et sa fatigue. Notre garçon réduisit l'écart entre lui et Gaion. La fille fut surprise de le voir devant elle. Jaron attaqua Gaion avec la technique flash. Cependant, il l'attaqua avec 4 formes différentes. Au moment où il vit l'attaque, Seong-ho se précipita pour intervenir. Avant que l'homme ne puisse les atteindre, il s'arrêta soudainement de bouger. Gaion rappelait à son oncle qu'elle lui avait dit de ne pas interférer. Tout en regardant Jaron par terre, Gaion dit à son oncle qu'elle était contente que les choses se soient terminées avant qu'il ne s'implique. Tout en tendant la main, la fille dit à notre garçon qu'elle avait perdu. Jaron dit aussi qu'il avait perdu. Gaion fut surprise d'entendre cela. Elle dit à Jaron qu'elle avait perdu parce qu'elle avait utilisé sa main. Jaron le dit à Gaion qu'elle avait établi la règle elle-même. Il lui révéla qu'il n'avait jamais accepté la règle. Il lui dit que l'important c'était qu'il avait été touché. Jaron demanda à Gaion d'arrêter d'agir de manière embarrassée. Il lui dit qu'elle en fait n'était pas très forte. Au moment où il dit cela, Seong-ho dit à Jaron qu'il n'y avait aucune raison de décider qui avait gagné le combat. Il expliqua à Jaron qu'il serait difficile de choisir un vainqueur en raison de l'état de son corps. L'homme dit à notre garçon qu'il pouvait considérer le combat comme un match nul ou une expérience d'apprentissage. Il assura à notre garçon qu'il organiserait un match officiel une fois qu'il serait guéri. Jaron dit à l'homme qu'il était d'accord avec la suggestion. Au moment où il dit cela, Gaion lui demanda de l'écouter. Avec un regard horrible sur son visage, la fille dit à Jaron que la prochaine fois qu'ils se rencontreraient serait à l'école. Elle assura à Jaron qu'elle ne lui pardonnerait jamais s'il échouait à l'examen de transfert ou perdait contre quelqu'un d'autre avant de la combattre à nouveau. Notre garçon se leva et passa devant elle. Pour Jaron, le duel qu'ils avaient eu était un moment précieux et passionnant. Il ne se souciait pas de savoir s'il avait gagné ou perdu. Cependant, pour Gaion, c'était différent. Elle avait rencontré quelqu'un de son âge qui était capable de répondre à ses attentes. Elle s'approcha de Sarum et lui demanda son nom. Notre fille donna immédiatement son nom à Gaion. Gaion demanda à notre fille si c'était elle qui parrainait Jaron. Sarum lui dit que oui. Gaion s'excusa auprès de notre fille pour s'être comportée impoliment envers elle. Elle dit à Sarum qu'elle n'était pas complètement inutile. Gaion dit à notre fille qu'elle avait l'œil pour les gens. Après avoir dit cela, elle s'en alla. Gaion avait enfin rencontré quelqu'un qui était capable de rivaliser avec elle. Elle éprouvait également une forme de joie différente pour la première fois. Dans la scène suivante, nous voyons Jaron et Sarum se reposer sur une chaise. Notre garçon se plaignit de ressentir des douleurs dans son corps. Notre fille rappela à Jaron que personne ne lui avait demandé de se battre contre qui que ce soit. Elle était heureuse qu'il n'ait pas eu à aller à l'hôpital. Jaron dit à Sarum qu'elle pourrait le gronder plus tard. Sarum dit à Jaron qu'elle était en fait surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que Gaion admette sa défaite. Sarum dit à notre garçon que même si Gaion avait créé la règle, il avait triché à ses yeux. Jaron dit à notre fille qu'il n'était en fait pas sûr. Il lui révéla qu'il avait été la première personne à enfreindre la règle. Sarum fut surprise d'entendre cela. Jaron lui rappela qu'il avait retiré son écharpe de bras pendant qu'il se battait. Il expliqua à Sarum que lui et Gaion ne se battaient pas avec l'intention de gagner le duel. Il dit à notre fille qu'il avait été le premier à réellement franchir la ligne. Sarum fut surprise d'entendre cela. Elle devint plus certaine qu'il y avait quelque chose de différent chez Jaron. Notre garçon expliqua à Sarum que pendant le moment final du duel, il avait essayé tout ce qu'il pouvait. Il dit à notre fille que Gaion aurait été gravement blessée si elle avait reçu les attaques de front. Il dit à Sarum qu'il aurait également utilisé sa main s'il avait été dans la même situation que Gaion. Notre garçon pensait que les actions de la fille étaient intelligentes. Sarum fut surprise d'entendre cela. Elle demanda à Jaron de lui dire ce qu'il se passerait si lui et la présidente se battaient à pleine puissance. Notre garçon demanda à Sarum la raison pour laquelle elle posait une telle question. Il lui rappela qu'elle lui demandait pourquoi il s'était battu en premier lieu. Avec un sourire sur le visage, notre garçon dit à notre fille qu'elle était passée plongée dans le combat. Au moment où il dit cela, notre garçon se leva. Sarum fut surprise de voir cela. Elle lui demanda ce qui n'allait pas. Avec un air sérieux sur le visage, Jaron lui dit que quelqu'un était là. Au moment où il dit cela, Sarum se tourna vers la porte. À sa surprise, Sejun-ho et un livreur de pizza entrèrent dans le bureau. Le livreur semblait nerveux. Avec un sourire sur le visage, le PDG remercia notre garçon et Sarum d'avoir attendu. Après avoir mangé une grande quantité de pizza, Sejun-ho s'excusa auprès de notre garçon pour les ennuis causés par sa nièce. Il dit à l'homme qu'il était censé l'emmener prendre un bon repas. Notre garçon dit à l'homme qu'il était très gratifiant qu'il lui apportait de la nourriture. Il dit à l'homme qu'il n'avait pas vraiment de goût pour la nourriture. Il lui assura que tout allait bien tant qu'il y en avait beaucoup.
Sarum était choquée de voir ce que Jaron avait mangé. Elle ne pouvait pas croire qu'il avait mangé une grande pizza en 2 minutes. Les damage dealers de courte portée consommaient en moyenne 5 fois les calories nécessaires aux personnes ordinaires. Sarum réalisa qu'elle n'avait jamais pensé à la faim de Jaron. Jaron n'avait pas mangé pendant 4 jours parce qu'il était inconscient. Pendant que Jaron mangeait, Se-Jin-ho lui révéla que son atelier ne traitait pas le cuir. Au lieu de cela, il manipulait un matériau qui dépassait la capacité du cuir. L'homme dit à Jaron que la plupart des endroits utilisaient des fibres végétales, cependant, ils utilisaient la fibre de monstre de haut rang comme ingrédient principal. Un exemple d'un tel monstre est une araignée des montagnes. C'est un monstre avec un danger de 4 étoiles. Se-Jin-ho expliqua à Jaron que son entreprise utilisait ces techniques brevetées pour produire le matériau parfait en créant un mélange qui convenait parfaitement aux propriétaires de l'armure. L'homme dit à Jaron qu'ils avaient déjà la donnée qu'ils avaient reçue du groupe Jinang et qu'il l'avait vu se battre. Se-Jin-ho dit à Jaron qu'il n'avait en fait qu'un seul problème qu'il avait remis en question. Sarum demanda à l'homme de lui dire quel était ce problème. Se-Jin-ho rappelait à Sarum que la partie finale de la création du tissu impliquait de recouvrir le tissu d'huile afin d'augmenter son intégrité. Sarum dit à l'homme qu'elle avait déjà demandé que le revêtement soit fait avec le matériau de la plus haute qualité. Se-Jin-ho révéla que le matériau de la plus haute qualité n'était pas encore possible. Elle dit à Sarum que l'huile qu'ils utilisaient était l'huile de la baleine vorace des grands fonds. Se-Jin-ho expliqua à Sarum que son entreprise avait un contrat qui leur donnait pratiquement un monopole sur l'huile. Cependant, en raison de circonstances imprévues, le taux de chasse à la baleine avait chuté. Avec un air nerveux sur le visage, Se-Jin-ho dit à notre garçon et à Sarum qu'ils avaient d'autres matériaux qui pouvaient remplacer l'huile. Il les assura qu'il n'y avait pas de différence entre les deux revêtements. L'homme dit à Sarum qu'elle pouvait annuler son contrat avec eux pour rupture de contrat. L'homme dit à Sarum qu'il n'aurait rien à dire si Jaron refusait de travailler avec eux. Sarum fut surprise d'entendre cela. Avec un air triste sur le visage, Se-Jin-ho dit à Sarum qu'elle pouvait personnellement lui présenter un maître artisan du cuir si elle n'était pas intéressée à travailler avec eux. Il lui expliqua que l'artisan créait des armures défensives en utilisant du cuir. L'homme assura à Sarum qu'il payerait le coût et le temps nécessaires pour tout créer. Avant que Sarum ne puisse répondre, Jaron dit à l'homme qu'il ne s'en souciait pas. Tout en mâchant sa nourriture, Jaron dit à l'homme qu'il ne se souciait pas si la différence n'était pas grande. Il dit à l'homme qu'il n'aimait pas du tout les choses chères. Il dit à Se-Jin-ho qu'il voulait vraiment que quelqu'un comme lui lui fabrique une armure. Sarum agréa l'idée de notre garçon. Elle dit à l'homme qu'elle suivrait l'opinion de Jaron. Se-Jin-ho sourit en entendant cela. Il dit à Jaron que ça faisait 10 ans que quelqu'un ne l'avait pas qualifié de personne forte. Il dit à Jaron qu'il se sentait gêné. Se-Jin-ho se leva et tendit sa main. Il assura à Jaron qu'il serait à la hauteur de ses attentes parce qu'il lui faisait confiance. Alors qu'il serrait la main de notre garçon, Se-Jin-ho dit à Jaron qu'il était déçu par ce qui s'était passé la semaine dernière. Il a révélé à Jaron qu'il y avait eu un raid à grande échelle la semaine dernière. Il a dit à notre garçon qu'il espérait pouvoir obtenir des matériaux incroyables qu'il pourrait utiliser lors du raid. Seongo a demandé à Jaron et Sarum s'ils avaient entendu parler de la guêpe impériale. Notre garçon et Sarum ont été choqués d'entendre cela. Notre fille a dit à l'oncle qu'elle avait entendu dire que la gelée royale était la seule chose que la guêpe impériale pouvait laisser tomber. L'homme lui a dit que la gelée royale était l'objet le plus populaire que le monstre pouvait laisser tomber. Cependant, parmi les fabricants d'équipements, il y avait un autre objet qui était considéré comme un matériau de rêve. Ce matériau est connu sous le nom de cire noire. C'est un objet fabriqué par la guêpe impériale. La gelée royale est le matériau utilisé pour faire grandir la reine, tandis que la cire noire est le matériau utilisé pour protéger la reine. Parmi les nombreux groupes de guêpes impériales, seuls quelques rares produisaient la cire noire pour recouvrir la reine. Au moment où l'homme a dit cela, Jaron a sorti son téléphone. Seongo a assuré aux deux qu'ils pouvaient créer quelque chose d'incroyable s'ils pouvaient recouvrir l'armure de la cire noire. Immédiatement après avoir dit cela, Jaron a montré son téléphone à l'homme et lui a demandé si le matériau ressemblait à ceci. Notre garçon avait dû dessiner le matériau. Il a dit à Seongo qu'il avait l'habitude d'avoir la photo sur son ancien téléphone. Malheureusement, le téléphone avait été détruit. Seongo a été choqué de voir que notre garçon avait dessiné le matériau. Il a demandé à Jaron s'il avait déjà vu le matériau. Jaron ne pouvait pas dire à l'homme qu'il avait passé en contrebande, car il serait envoyé en prison. Il a désigné Sarum et a dit à Seongo qu'il avait vu chez elle. Notre fille a été choquée d'entendre cela. Il a dit à l'homme que les gens riches avaient tout. Sarum ne savait pas quoi dire. La scène change et nous sommes emmenés dans la chambre d'hôpital de S. À l'intérieur de la chambre, nous voyons Ji-wan à côté de l'homme. Ji-wan parlait à notre garçon sur son téléphone. Il a dit à Jaron qu'il devait rencontrer quelqu'un à l'hôpital. Jaron a dit à l'homme qu'il aurait fini à l'atelier dans 1 heure. Ji-wan a dit à notre garçon qu'il aurait également fini à peu près au même moment. L'homme a demandé à Jaron s'il avait mangé. Notre garçon lui a répondu que oui.
Il a dit à Jiwan qu'il se joindrait quand même à lui s'il allait manger. Jiwan a souri en entendant cela. Il a demandé à Jaron s'il paierait la moitié de l'addition. Jaron a alors dit à l'homme qu'il avait mal au ventre. Au moment où Jaron a dit cela, quelqu'un est entré dans la pièce. Jiwan a demandé à Jaron de l'appeler quand il arriverait. Il a dit à Jaron qu'il devait raccrocher, tout en regardant Zeke. L'homme a dit à Zeke que ses plans étaient arrivés, un sourire aux lèvres. Jiwan a dit à Zeke qu'il devrait parler dehors. Il a expliqué à l'elfe que Song venait de s'endormir après avoir reçu un sédatif. Il a dit à Zeke qu'il était méchant de faire du bruit dans une chambre d'hôpital. Zeke répondit à l'homme qu'il pouvait juste rester silencieux. Il y a 11 ans, une escouade d'attaque était dirigée par un seul homme. Cette escouade a finalement été dissoute. Zeke, qui est actuellement classé 7e en Corée, était un ancien guérisseur de l'escouade d'attaque Taib. Jiwan était énervé d'entendre ce que Zeke avait dit. Il a dit à l'elfe qu'il avait toujours la capacité d'énerver les gens. Jiwan s'est rapproché de l'homme. Il a écrasé son téléphone avec sa main. L'homme a révélé à Zeke qu'il ne voulait en fait pas rester dans la pièce parce qu'il ne pouvait pas se contrôler. Avec un sourire sinistre sur son visage, Jiwan a dit à Zeke qu'il était ravi de le revoir. Au moment où il a dit cela, l'homme a libéré partie de son énergie. D'un ton terrifiant, il a dit à Zeke qu'ils étaient du même côté. Il a appelé Zeke et a demandé à l'elfe de se taire et de le suivre. Il s'avère que Jiwan n'était pas seulement un ancien aventurier, mais elle était également anciennement classée 5e en Corée avant sa retraite. Il était l'ancien 5 main dealer de l'escouade d'attaque Taib. Dans la scène suivante, nous voyons notre garçon et Sarum quitter ALH. Notre fille a demandé à Jaron si la cire noire était l'objet qu'ils avaient trouvé à côté de la gelée royale. Elle a dit à notre garçon qu'il aurait dû lui parler de l'objet à l'avance. Jaron a expliqué à notre fille qu'il ne savait pas de quel type d'objet il s'agissait. Il a remercié Sarum d'avoir joué le jeu. Notre fille a dit à notre garçon que rien ne leur était facile. Elle lui a rappelé que les choses étaient similaires à l'époque où ils avaient rencontré Argus. Sarum a demandé à Jaron s'il avait des plans. Jaron a dit à notre garçon qu'il avait promis de rencontrer quelqu'un. Au moment où il a dit cela, Jaron a envoyé un SMS à Jiwan. Il lui a dit qu'il quittait la zone maintenant. Sarum a dit à Jaron si l'endroit était pas très loin. Au moment où il a dit cela, elle a reçu un appel de Zeke. Notre fille a dit à Jaron qu'elle devait prendre l'appel. Jaron a envoyé un SMS à Jiwan pour lui demander s'il devait aller à l'hôpital. Notre garçon n'a pas reçu de réponse. En regardant son téléphone, Jaron entend quelqu'un dire qu'il fait frais la nuit. Notre garçon est surpris d'entendre cette voix. Song-Will est sorti de son entreprise avec une cigarette électronique à la main. L'homme a demandé à Jaron si Sarum était déjà rentré chez elle. Jaron a dit à l'homme que Sarum avait dû prendre un appel. Il lui a dit que Sarum ne tarderait pas. Song-Will a assuré à notre garçon qu'il n'était pas venu pour partager quoi que ce soit. Il a dit à Jaron qu'il était juste venu fumer. L'homme a révélé à Jaron que la compétence qu'il venait d'apprendre s'appelait Flash. Il a dit à Jaron qu'elle avait été créée par son frère à la retraite, qui est le père de Gaon. Il a dit à Jaron qu'il avait également aidé à développer la compétence. Jaron a été surpris d'entendre cela. Notre garçon a baissé la tête et s'est excusé auprès de l'homme. Song-Will était choqué de voir cela. Jaron lui a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que le créateur de la compétence soit à l'entreprise. Il a demandé à Song-Will de lui pardonner d'avoir utilisé la compétence sans permission. Il a dit à Song-Will qu'il ne l'utiliserait plus jamais. Song-Will a été surpris d'entendre cela. Il a assuré à Jaron qu'il n'avait pas abordé le sujet pour le critiquer. Il a expliqué à notre garçon qu'il n'y avait ni propriété spéciale ni droit d'auteur en ce qui concerne les compétences créées par les aventuriers. Il a dit à Jaron que les aventuriers étaient en général réticents à enseigner les compétences qu'ils avaient développées. Cependant, si c'est une compétence qui peut être facilement copiée, c'est qu'elle est destinée à être apprise par d'autres à un moment donné. Song-Will a demandé à Jaron s'il pouvait fumer. Jaron a dit à Song-Will que la compétence n'était pas facile à copier du tout. Song-Will a ri en entendant cela, parce que Jaron lui avait dit qu'il n'avait jamais correctement appris une compétence. Song-Will a supposé que notre garçon n'avait pas une base solide. Cependant, après que Song-Will ait vu le face de notre garçon lorsqu'il se battait, le doute de l'homme a été dissipé. Il a réalisé qu'il était impossible qu'un enfant aussi passionné que Jaron soit devenu paresseux et ait sauté les bases. Song-Will savait qu'il ne pouvait pas demander à Jaron de lui dire la raison pour laquelle il n'avait pas appris les bases. Song-Will a dit à notre garçon qu'il voulait lui donner un conseil qui pourrait l'aider. L'homme a dit à Jaron qu'il avait un vrai talent. Il a dit à notre garçon que sa véritable force se manifesterait s'il travaillait dur. Il a assuré à Jaron qu'entrer au lycée des guerriers et devenir l'un des plus grands aventuriers du monde ne serait pas difficile pour lui. Jaron est devenu gêné en entendant cela. Song-Will lui assurait que ces choses étaient possibles grâce à son talent et ses compétences.